Bonjour à tous, Madame Lise Brun. Donc, nous sommes réunis pour la soutenance de votre thèse intitulée Métacognition motrice vers un pont entre approche représentative et systématique. Vous allez donc soutenir votre thèse devant un jury ici composé de Thibault Gaïdos, directeur de recherche CNRS à Paris ou Marseille. Marseille. Barcelone. On a trois directeurs de recherche CNRS dans le jury. Valérian Chambon, directeur de recherche au CNRS à Paris. Céline Souchet, qui est votre directrice de thèse et qui est directrice de recherche au CNRS à l'Université Grenoble-Alpes. Estelle Paluel, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches ici à l'Université Grenoble-Alpes, qui est votre co-directrice, et Aïna Chalabaev, qui est professeure des universités à l'Université Grenoble-Alpes et la deuxième co-directrice. Je suis moi-même Jérôme Claire, professeur des universités ici à l'Université Grenoble-Alpes. Donc, on va vous écouter pour une présentation de 45 minutes. Et Lucette Toussaint, pardonnez-moi Lucette, je suis confus. Pas de problème. Bonjour à tous et à toutes. Lucette, merci. Lucette Toussaint, qui est professeure des universités à l'Université de Poitiers et que nous avons le plaisir d'avoir avec nous en visio. Donc, votre présentation va durer 45 minutes, c'est ça? Et à la suite de quoi, nous aurons un échange. Chaque membre du jury pourra échanger avec vous après avoir lu votre thèse. Vous êtes prêts? Je suis prête, autant qu'on peut. Hein. Alors, la parole est à vous. Eh bien, bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents. Merci beaucoup au jury également d'être présents pour cette soutenance de thèse dans laquelle je vais vous présenter un aperçu de mes travaux qui ont donc porté sur la métacognition motrice. Pour commencer cette présentation, et ça c'est toujours les bugs qu'on a au début, pour commencer cette présentation, je vous propose de vous imaginer en vacances, à la mer, allongé sur le sable. Vous regardez le rivage et vous apercevez un petit îlot et vous vous demandez si vous êtes capable de le rejoindre à la nage. Vous décidez d'y aller, mais au bout de quelques minutes, vous vous rendez compte que vous avez peut-être surestimé vos capacités, vous êtes essoufflé, il y a beaucoup de vagues, et donc vous décidez de rebrousser chemin pour ne pas vous mettre en danger. Après une petite sieste, vous regagnez votre logement de vacances pour un repas entre amis. Et alors que vous êtes en train de ciseler efficacement un oignon, un de vos convives est hyper impressionné de votre rapidité et du coup vous demande mais combien d'oignons tu penses pouvoir découper en 1 minute? Bon, au moins 5. Et en effet, dans le temps imparti, vous avez découpé 6 oignons. Plus tard dans la soirée, vous êtes embarqué dans une partie de pétanque et tout le monde a envie d'être votre coéquipier parce que vous êtes vraiment réputé être un bon joueur. Et en effet, vous lancez votre première boule et au moment où vous lancez votre première boule, vous sentez que vous avez fait le bon mouvement. Vous sentez qu'elle va être tout proche du cochonnet et ça ne manque pas. Donc, au cours de cette journée, vous avez été amené à faire plein d'évaluations de vos capacités motrices et sportives. Et dans le cadre de ma thèse, on a vraiment cherché à mieux caractériser ces auto-évaluations motrices. Cette notion d'auto-évaluation, elle fait référence à ce qu'on appelle en psychologie cognitive la métacognition. Selon John Flavel, la métacognition, ça englobe l'ensemble des connaissances qu'on a sur nos processus cognitifs, notre capacité à les évaluer et notre capacité à les contrôler. Vous voyez que c'est une définition très large, et dans le cadre de ma thèse, on s'est vraiment intéressé à la composante évaluative. Cette capacité d'auto-évaluation, Nelson et Arens, ils l'appellent le monitoring. Selon ces auteurs, les systèmes cognitifs, ils pourraient être divisés en 2 niveaux. Le niveau objet, qui correspond à la tâche qu'on est en train de réaliser, par exemple rejoindre à la nage l'îlot, et le niveau méta, qui va inclure toutes les représentations qu'on a de cette tâche. Et le monitoring, en fait, ce serait le flux d'informations qui permettrait au niveau objet d'informer le niveau méta. Ce monitoring, il a été évalué de plein de manières différentes dans la littérature, mais dans le cadre de ma thèse, on s'est vraiment focalisé sur l'utilisation des jugements métacognitifs. Donc en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander explicitement aux participants de réaliser un report subjectif sur l'activité qu'ils sont en train de réaliser. Il existe une grande diversité de jugements métacognitifs, et ici, ce que je vous propose, c'est une classification en 3 critères. Le premier critère, il oppose les jugements globaux et les jugements locaux. Si on prend un exemple d'une tâche de 100 lancers de ballon de basket, eh bien, le jugement global, c'est celui qui va porter sur l'ensemble de la tâche. Donc, par exemple, sur 100 lancers,
combien est-ce que tu penses en mettre dans le panier? À l'inverse, les jugements locaux, ils sont réalisés item par item. Donc, en fait, à chaque lancée, je vais vous demander d'indiquer si vous pensez que vous allez le mettre dedans ou pas. Le deuxième critère, c'est le critère de la temporalité. Le jugement, il peut être réalisé de manière prospective, c'est-à-dire avant la tâche, est-ce que tu penses que tu vas le mettre, ou de manière rétrospective, c'est-à-dire après la tâche, est-ce que tu penses l'avoir mis. Et enfin, le dernier critère, c'est le critère de niveau. On va pouvoir opposer des jugements de performance, qui sont des jugements de premier ordre. C'est un peu tout ce que je vous ai donné comme exemple depuis Et on va pouvoir y opposer les jugements de confiance. Les jugements de confiance, ce seraient des jugements de second ordre. Pourquoi? Parce que ce seraient des jugements réalisés sur des jugements. Donc en fait, ici, il y a deux étapes. On pose une première question aux participants. Est-ce que tu penses que le ballon va être dans le panier, par exemple? Et ensuite, on leur demande à quel point tu es sûr de la réponse que tu viens de donner. Donc ça va permettre un petit peu de nuancer la première réponse. Et donc, sur la base de cette classification en trois critères, on peut différencier 8 différents types de 8 différents jugements. Et ils n'ont pas tous été utilisés avec la même fréquence dans la littérature. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les jugements de confiance rétrospectifs. Mais utiliser l'un ou l'autre de ces jugements, on va voir que ça a des implications à la fois théoriques et méthodologiques. Et on reverra ça au cours de la présentation, puisque ça va vraiment être une question importante dans ma thèse. Une fois que le participant il a réalisé cette auto-évaluation, ce jugement métacognitif, et bien pour savoir s'il a des bonnes capacités métacognitives, on va tout simplement comparer cette auto-évaluation avec la performance réelle. Donc le monitoring, c'est un processus qui a été très étudié dans le cadre de la mémoire et des apprentissages, également dans le cadre de la perception visuelle, mais beaucoup moins dans le cadre de nos capacités motrices, ce qui va nous intéresser donc aujourd'hui. Pourtant, Flavell, dès 1987, il proposait que le monitoring puisse être appliqué à toutes les fonctions cognitives, tous les objets psychologiques et notamment à nos capacités motrices. Par ailleurs, étudier ce processus, ça paraît important parce qu'en fait, on sait que nos connaissances et nos croyances sur nos capacités motrices et sportives, ça va influencer notre vie quotidienne. Par exemple, ça va nous éviter de nous mettre en danger en réalisant des activités qui ne sont pas du tout en lien avec nos capacités. Ça peut impacter la pratique sportive, parce qu'on sait que par exemple, quelqu'un qui a tendance à se sous-estimer, il va être moins enclin à initier et à maintenir une activité. Et enfin, ça peut aussi avoir une implication dans la clinique, parce que des personnes qui n'ont pas vraiment conscience de leurs troubles, eh bien, ça risque d'impacter leur prise en charge. Et donc, malgré ces encouragements et malgré les intérêts d'étudier ce processus, on se rend compte, en fait, dans la littérature, que c'est un processus qui est encore peu exploré. Alors, en réalité, il y a peut-être un problème de mots-clés. Peut-être qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à ce processus, mais qui ne l'appellent pas métacognition motrice. Et en effet, on se rend compte qu'il y a plusieurs littératures qui pourraient nous apporter un peu des connaissances sur ce processus. Mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans ces littératures, on ne demande pas explicitement aux participants d'évaluer le résultat de leur action, d'évaluer leur performance. Si on se focalise vraiment sur les études qui ont utilisé ces jugements métacognitifs, très rapidement, en fait, on peut les catégoriser dans deux grandes approches de la recherche, une approche représentative et une approche systématique. Dans l'approche représentative, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'explorer le processus de monitoring moteur dans des conditions naturelles, dans les conditions les plus écologiques possibles. Donc ça pourrait être le cas, par exemple, dans les cours d'éducation physique et sportive, et aussi lors des compétitions sportives. Et donc ici, les participants, ils réalisent des tâches sportives qui existent dans la réalité, comme courir un marathon, faire des services au tennis. Et pour évaluer la métacognition, on leur demande de réaliser des jugements de performance, généralement globaux et prospectifs. Donc, par exemple, combien de services tu penses réussir sur 20? L'avantage ici, c'est qu'on est vraiment dans des conditions naturelles. L'inconvénient, c'est que généralement, on va utiliser qu'un seul jugement métacognitif, et donc potentiellement, notre mesure, elle est imprécise. À l'inverse, dans l'approche systématique, ici, l'objectif, c'est d'étudier le processus de monitoring moteur dans des conditions beaucoup plus contrôlées, donc typiquement en laboratoire. Ici, on utilise souvent des tâches informatisées de motricité fine qui sont souvent contraintes à la 2 dimensions, et c'est souvent bouger sa souris sur un ordinateur, par exemple. Et les jugements qu'on utilise, c'est souvent des jugements de confiance rétrospectifs. Donc, une première question,
puis un jugement métacognitif. Ici, l'avantage, c'est la mesure, parce que l'intérêt de ces verbes-là, c'est qu'on va pouvoir vraiment répéter plein de fois la tâche et donc plein de fois les jugements. L'inconvénient, c'est qu'on s'éloigne un petit peu de ce que les participants ils pourraient faire dans leur vie quotidienne. Ces deux littératures, elles se sont vraiment développées de manière parallèle, sans jamais se citer l'une et l'autre. Pourtant, il y a de plus en plus de chercheurs qui essayent de croiser les avantages de ces deux approches. Et c'est pour ça que dans cette thèse, vraiment, je propose qu'on puisse voir ces études non pas dans ces deux catégories, mais plutôt sur un continuum. Et on va voir que cette vision, elle a vraiment eu une importance forte dans le développement de ma thèse. Donc en résumé, dans ma thèse, on est parti du constat que la métacognition motrice, c'est un sujet qui est peu exploré dans la littérature. L'objectif général, c'était donc d'enrichir les connaissances sur ce processus en utilisant des jugements métacognitifs et en se déplaçant sur ce continuum. Plus précisément, on s'est posé 4 grandes questions dans ma thèse, une question très générale, dans quelle mesure les personnes réussissent à auto-évaluer leur mouvement. Et on a cherché aussi à savoir si cette capacité, elle pouvait dépendre du jugement métacognitif utilisé et si certaines informations allaient pouvoir améliorer cette compétence. Enfin, on a aussi essayé d'explorer le lien entre performance motrice et sportive et performance métacognitive. Donc, pour répondre à ces questions, on a mené 9 études et aujourd'hui, je vais vous en présenter uniquement 3 pour des raisons de temps. Je commence tout de suite par vous présenter ce qu'on a fait dans l'approche représentative. Dans cette approche, l'objectif, c'était vraiment d'influencer le moins possible les conditions de passation. Et donc, pour ça, on a mené une étude dans un collège avec une tâche de tennis de table. Ici, on est parti des études qui sont donc réalisées dans le domaine de l'éducation physique et sportive. Et en fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'études qui ont exploré ça. C'est surtout une équipe de recherche grecque qui a permis de développer les données qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et donc ici, généralement, ils demandent à des collégiens de réaliser des tâches sportives, des tâches par exemple de basket ou de football. Et pour étudier la métacognition, ils leur demandent de réaliser des jugements de performance qui sont souvent globaux et prospectifs. Par exemple, combien de paniers tu penses pouvoir mettre sur 10 à une tâche de basket? Ces études, elles ont montré qu'en moyenne, les collégiens, ils avaient tendance à avoir une faible précision métacognitive et une tendance à se surestimer. Ils n'ont pas toujours observé un effet systématique des variables démographiques comme l'âge ou le sexe, mais par contre, il y aurait un lien fort entre performance sportive et performance métacognitive, un lien positif et fort. Enfin, une étude a montré qu'on pouvait essayer d'entraîner les capacités métacognitives des élèves en leur demandant plusieurs fois de réaliser l'activité et de réaliser des jugements métacognitifs. Donc l'objectif ici, en fait, c'était de répliquer un petit peu ces effets sur une plus longue durée, parce que généralement, c'est soit sur une, voire 2 séances, et avec une autre tâche sportive et d'autres types de jugements métacognitifs. Donc ici, on a demandé à une centaine de collégiens, pendant leur cours de PS, de réaliser une tâche de tennis de table. Donc ici, en fait, les élèves, ils étaient tout seuls face à une table de ping-pong qui était à moitié relevée, et ils devaient faire des échanges en revers avec eux-mêmes, le plus qu'ils pouvaient, en 1 minute. La procédure, elle se faisait en 4 séances. Dans la première séance, on demande aux élèves, à ton avis, en 1 minute, combien de rebonds tu vas réussir à prendre. Puis le participant, l'élève, réalise la tâche. La particularité de cette première séance, c'est qu'on leur demande également de faire une projection à long terme. En fait, on leur dit, dans 4 séances, à ton avis, combien de rebonds tu penses que tu seras capable de faire. Dans les séances 2, 3 et 4, on commence par rappeler à l'élève sa précédente performance, sa précédente prédiction, et surtout, on insiste sur l'écart entre la performance et la prédiction. Puis, on leur redemande de faire un jugement métacognitif pour le jour J, et ils réalisent ensuite la tâche. Ici, la mesure qu'on utilise, la mesure de la métacognition qu'on utilise, elle est très simple. C'est tout simplement une différence, donc une soustraction, entre la performance réelle et la prédiction. Si on prend le score, la différence absolue en fait, de ce score, eh bien, plus on va avoir un score proche de 0, plus ça signifiera que la prédiction est proche de la performance, donc que les élèves ont des bonnes capacités métacognitives.
Dans cette étude, ce qu'on montre, c'est que au plus les sessions passent et au plus les performances métacognitives se rapprochent de zéro, donc que la précision métacognitive s'améliore. On observe aussi un effet du nombre de rebonds réalisés pendant la tâche, mais là, ça ne va pas du tout dans le sens de nos hypothèses, puisque plus les participants réalisent de rebonds, et moins ils sont précis dans leur jugement métacognitif. Maintenant, si on s'intéresse à la différence signée, c'est-à-dire si on garde le signe à la soustraction entre la performance et la prédiction, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle le biais métacognitif. Et ici, une valeur qui sera positive, ça fera référence à de la sous-estimation, et une valeur négative fera référence à de la surestimation. En moyenne, on a montré que les élèves avaient tendance à se sous-estimer, mais que cette sous-estimation, elle diminuait avec les sessions. On a aussi observé un effet du sexe, puisque les filles avaient davantage tendance à se sous-estimer que les garçons. Si on s'intéresse maintenant aux résultats de la session 4, la session 4, elle est un peu particulière. Pourquoi? Pour la session 4, on a à la fois le jugement que les élèves ont réalisé lors de la session 4, donc on va appeler le jugement à court terme, mais aussi le jugement qu'ils avaient réalisé lors de la première séance pour la session 4. On appellera donc le jugement à long terme. Et donc, on peut comparer ces deux types de jugements. Et si on regarde, il n'y a pas d'effet sur la précision métacognitive, mais si on regarde les effets sur le biais métacognitif, on peut voir que les participants, ils ont tendance à se sous-estimer avec le jugement à court terme et à se surestimer avec le jugement à long terme. On observe également un effet du sexe, puisque les garçons en moyenne se surestimaient et les filles se sous-estimaient. Donc, si on reprend les 4 grandes questions de la thèse, ici, dans cette étude, on a montré qu'en moyenne, les élèves, ils avaient tendance à se sous-estimer. Et ça, c'est en cohérence avec nos autres données qu'on a accumulées dans le cadre de ma thèse, mais que je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui. Par contre, c'est complètement en incohérence avec la littérature, puisque habituellement, on observe plutôt un biais de surestimation. Alors, c'est peut-être lié à un effet culturel, étant donné que la plupart des autres études étaient réalisées en Grèce et qu'il y a peut-être des différences dans nos systèmes éducatifs, mais c'est certainement surtout lié à un effet de la tâche, puisqu'ici, on n'utilise pas du tout la même tâche que ce qui était utilisé dans les autres études. Ensuite, on a montré que cette capacité métacognitive, elle dépendait du jugement utilisé, puisqu'on a une sous-estimation dans les jugements à court terme et une surestimation dans les jugements à long terme. Autrement dit, en fait, les élèves ici, ils ont surestimé leur progression. Ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'en fait, ils espèrent quand même progresser avec leur cours de PS. Néanmoins, si jamais ils n'obtiennent jamais leur objectif, ça pourrait aussi avoir un impact négatif sur la motivation. Ce résultat, il pose aussi la question de est-ce que vraiment les élèves, ils ont indiqué ce qu'ils pensaient réaliser ou ce qu'ils aimeraient réaliser. Et c'est quand même pas exactement la même question. Et à ma connaissance, c'est pas une distinction qui est très étudiée dans la littérature, mais elle me semble quand même cruciale parce que, en effet, c'est pas du tout le même jugement qu'on ferait. De manière générale, en fait, ça semble indiquer que les élèves, ils n'utilisent pas les mêmes indices, les mêmes informations pour réaliser un jugement à court terme et pour réaliser un jugement à long terme. Dans cette étude, ensuite, on a montré que le feedback métacognitif, il semble améliorer la métacognition plus les sessions passent et plus ils sont précis. Donc, ça réplique un petit peu l'étude qui avait été réalisée par Kolovelonis et collaborateurs. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ça montre que les élèves, en sortant de leur séance de PS, ils ont une meilleure connaissance de ce qu'ils sont capables de faire. Et en fait, on sait que la pratique sportive pendant les cours de PS, ça peut influencer la pratique sportive future de ces élèves. La limite importante de cette étude, c'est qu'ici, on n'était vraiment que dans du descriptif. Donc, en fait, on ne sait pas quelle partie de notre protocole expérimental a permis l'amélioration métacognitive. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait passer sur un protocole expérimental avec un ou même plusieurs groupes contrôle. Et enfin, on peut s'intéresser du coup au lien entre performances sportives, que je vais appeler les performances type 0 aujourd'hui, et les performances métacognitives, que je vais appeler type 1. Se poser cette question, en fait, ça revient à se poser la question de l'expertise. Est-ce que les personnes qui sont performantes à la tâche sportive sont également performantes à la tâche métacognitive? Et nous, dans cette étude, eh bien, ça va complètement en contradiction avec notre hypothèse parce que ceux qui étaient les meilleurs à la tâche de ping-pong, c'est ceux qui étaient les moins bons à la tâche métacognitive.
Donc ça vient un peu en contradiction avec la littérature, mais c'est un pattern qu'on a répliqué dans une seconde étude. Donc encore à creuser. Donc en somme, dans cette approche représentative, on a réussi à utiliser une tâche écologique, mais très certainement que notre mesure métacognitive, elle est un peu imprécise, puisque les participants, ils n'ont qu'un seul jugement à réaliser au cours de l'étude. Et donc, dans l'approche systématique, l'objectif, c'était vraiment de développer une tâche où on allait pouvoir demander aux participants de faire plein de jugements. Et pour ça, on a créé une tâche d'atteinte de cible qui était informatisée. Donc ici, en fait, on est parti du constat que les participants, ils sont capables d'évaluer la trajectoire de leur mouvement dans une tâche d'atteinte de cible. Dans l'étude que vous voyez en haut, quand les participants ils se dirigeaient vers la cible sur leur ordinateur, on leur présentait un feedback visuel de ce tracé. Et en fait, les participants ils étaient avertis que parfois, on allait dévier ce feedback visuel. Et donc la question qu'on leur demandait, c'est est-ce que à chaque essai, vous avez détecté la déviation et ensuite à quel point vous êtes sûr de la réponse que vous venez de donner. Et dans ces études, les chercheurs ils montrent que les participants ils arrivent du coup à évaluer cette trajectoire. Et dans le cadre de cette étude, en fait, on s'est demandé si les participants ils arrivaient à évaluer des paramètres fins de cette trajectoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que pour réussir un mouvement d'atteinte de cible, il y a deux paramètres qui sont vraiment importants. Ces deux paramètres, c'est celui de l'orientation et celui de l'amplitude, donc la distance qu'on va parcourir. En fait, quand on demande à des participants de réaliser une tâche d'atteinte de cible et qu'on regarde comment sont distribuées leurs erreurs, on voit que leurs erreurs, elles sont distribuées comme une ellipse autour de la cible. Ça veut tout simplement dire que les participants, en fait, ils se dirigent bien dans la bonne orientation, mais ils ont tendance à arrêter leur mouvement soit trop tôt, soit trop tard. Donc, ils font plus d'erreurs de distance que d'erreurs d'orientation ou d'erreurs d'angle. Et ces deux paramètres, d'orientation et d'amplitude, dans la littérature, eh bien, il semblerait qu'ils soient codés de manière indépendante au niveau moteur. L'idée ici, c'est de savoir s'ils sont aussi codés de manière indépendante au niveau métacognitif. Donc, on a codé une tâche d'atteinte de cible. Donc, les participants, ils voyaient d'abord deux points, le point de départ en vert, la cible en rouge. Ils cliquaient sur le point pour commencer l'essai. Et à ce moment-là, ils ne voyaient plus rien sur l'écran. Ils devaient se diriger vers la cible et cliquer quand ils pensaient avoir atteint la cible. Une fois qu'ils avaient cliqué, eh bien, il y avait deux points qui apparaissaient. Parmi ces deux points, il y avait vraiment le dernier point du participant. On va appeler ça le point final. Et l'autre point, c'était un distracteur. Et on demande aux participants, parmi ces deux points, à ton avis, lequel des deux correspond à tes dernières coordonnées. Et ensuite, le participant indiquait à quel point il était sûr de la réponse qu'il venait de donner. Cette tâche a été répétée 200 fois. Et donc ici, en fait, on a un peu trois performances différentes. On a la performance motrice, à quel point ils sont proches de la cible. On va appeler du coup performance de type 0. On a la performance de discrimination des deux points, qu'on va appeler de type 1. Et la performance d'adaptation de la confiance à cette réponse, qu'on va appeler de type 2. Ce qu'on fait varier dans cette étude, c'est la position du distracteur par rapport au point final. Soit le distracteur, il pouvait dévier sur la distance, c'est-à-dire qu'en fait, il allait se situer sur la même orientation que le point de départ que le point final par rapport au point de départ, mais à une distance différente. Soit, au contraire, il pouvait dévier sur l'orientation. Donc, il allait se situer à la même distance que le point final par rapport au point de départ, mais à une orientation différente. Et ce qu'on faisait dans cette étude, c'est qu'en fait, on adaptait la difficulté de la tâche en fonction des performances du sujet tout au cours de l'expérience, grâce à un escalier psychophysique. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, dans la métacognition, on sait que des effets qu'on pourrait observer au niveau du type 1, eh bien, ça pourrait influencer notre mesure de type 2. Et donc, du coup, on a essayé d'éviter ça dans le cadre de ces études. Donc, notre hypothèse ici, qu'est-ce que c'était? On imaginait que les participants, ils allaient adapter leur confiance de manière plus appropriée lorsque le distracteur s'éloigne du point final selon un paramètre d'angle plutôt que sur un paramètre de distance. Pourquoi? Parce que les participants, ils font plus d'erreurs de distance au niveau moteur que des erreurs d'angle.
Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau moteur, ici, ce que vous avez, c'est la position de la souris du participant sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Vous avez le point de départ en vert et le point d'arrivée en rouge. Et si je vous montre les points finaux des participants, donc les dernières coordonnées du participant, vous voyez que c'est la distribution de ces erreurs, elle s'organise bien en ellipse, et donc du coup, on réplique bien les effets moteurs. Si on regarde la performance de type 1, c'est-à-dire la capacité à discriminer les deux points, les analyses suggèrent qu'il n'y a pas de différence significative entre la condition angle et la condition distance. Si on s'intéresse maintenant aux performances de type 2, ici c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Ici, on veut savoir si les participants ils réussissent à adapter comme il faut leur confiance par rapport à la justesse de leur précédente prédiction. Donc en gros, on veut qu'ils nous disent « je suis très confiant », c'est-à-dire qu'ils répondent 4 quand ils ont donné une bonne réponse, et « je ne suis pas confiant » quand ils ont donné une mauvaise réponse. Donc on s'attend en fait à une pente raide. Et ici, on montre que, en effet, les participants, ils arrivent à adapter leur confiance à la justesse de leur précédente prédiction. Par contre, cette adaptation, elle ne varie pas selon nos conditions expérimentales, selon le distracteur qu'on a utilisé. J'ai cherché ensuite à savoir si ces capacités métacognitives de type 1 et de type 2, elles pouvaient être influencées par les capacités motrices du sujet. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement calculé la distance qui existe entre la cible et chacun des points finaux des participants. Ça me donnait un score que je pouvais ajouter à mon modèle. Et ensuite, je regardais si, lorsque les participants sont très proches de la cible, est-ce que ça influence leur capacité à choisir le bon point et à adapter leur confiance. Et donc, il semblerait qu'il y a un effet sur les performances de type 1. Plus ils sont précis à la tâche motrice, plus ils arrivent à choisir le bon point. Par contre, il n'y avait pas d'effet sur les performances de type 2, sur l'adaptation de la confiance. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de l'expérience, les participants, je leur demandais de réaliser 2 jugements globaux et rétrospectifs. Ce que je leur demandais, c'était, sur les 200 essais que vous venez de faire, combien de fois vous pensez avoir atteint la cible et combien de fois vous pensez avoir choisi le bon point. Donc j'avais ces 2 types de jugements que je pouvais comparer. Et si je reprends la mesure que je vous ai déjà présentée tout à l'heure, c'est-à-dire la précision métacognitive, donc toujours pareil, plus c'est proche de 0, plus ça signifie que la précision métacognitive est bonne, eh bien on voit que les participants, ils étaient plus précis pour le jugement sur l'atteinte de la cible que sur le choix entre les 2 points. Et si on regarde maintenant le biais métacognitif, donc toujours pareil, une valeur positive sous-estimation, une valeur négative surestimation, on voit que les participants, ils surestiment le nombre de fois où ils ont atteint la cible et ils sous-estiment le nombre de fois où ils ont choisi le bon point. Donc, si on reprend les 4 grandes questions de ma thèse, dans cette étude, on a montré que les participants, ils étaient capables de monitorer leur performance sportive, ils adaptent comme il faut leur jugement de confiance à leur précédente réponse. Et ça, en fait, c'est en cohérence avec la récente littérature qui utilise ces fameux jugements de confiance rétrospectifs. On a montré que cette capacité métacognitive, elle dépend du jugement utilisé. Dans les jugements globaux, ils surestiment le nombre de fois où ils pensent avoir choisi, où ils pensent avoir atteint la cible, et ils sous-estiment le nombre de fois où ils pensent avoir donné la bonne réponse parmi les 2. Ça suggère que les participants, ils n'ont pas utilisé les mêmes informations, les mêmes indices pour réaliser ces 2 types de jugements. Mais le petit problème qu'il y avait dans cette étude, c'est qu'en fait, réussir à atteindre la cible, c'était hyper difficile. La cible, elle était toute petite. Et donc, en fait, même s'ils disaient « Ah, je pense l'avoir atteint 15 fois sur 200 », eh bien, en fait, ça entraînait directement une surestimation. Donc, il faudrait un peu augmenter la taille de la cible pour voir si on observe toujours ce même pattern. Ensuite, on a montré que malgré le fait que mes erreurs d'atteinte de cible, elles se distribuent bien comme une ellipse, eh bien, les participants, ils sont capables d'adapter leur niveau de confiance de la même manière sur ces 2 paramètres de manière équivalente. Ce qu'on pourrait faire ici pour essayer de maximiser la différence entre ces 2 conditions expérimentales, c'est faire varier la cible en termes de distance. Parce qu'en fait, on sait qu'au niveau moteur, plus on va éloigner la cible, et plus il y aura d'erreurs de distance, alors que les erreurs d'angle, elles n'augmentent pas nécessairement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le projet MetaReach 3 que je ne vous présente pas aujourd'hui.
Et enfin, si on s'intéresse au lien entre les performances motrices et les performances métacognitives, on a montré dans cette étude qu'au plus l'erreur motrice elle était petite, c'est-à-dire au plus ils étaient proches de la cible au niveau moteur, et bien au plus ils étaient capables de discriminer les deux points. Mais par contre, il n'y avait pas d'effet sur les performances de type 2. Pour évaluer le lien entre performance de type 1 et performance de type 2, ce qu'on peut faire, c'est regarder si ces deux performances, elles sont évaluées par, elles sont influencées, pardon, par les mêmes variables ou non. Et ici, on a montré que le type de distracteur, il n'influençait ni les performances de type 1, ni les performances de type 2. Donc, il va falloir un petit peu aller plus, continuer à investiguer ce lien. Donc, dans cette approche systématique, on a réussi à avoir une mesure précise de la métacognition, mais on s'éloigne quand même un petit peu des tâches qu'on pourrait réaliser dans notre vie quotidienne. Et donc, l'objectif de l'approche mixte, c'était vraiment de combiner à la fois une tâche écologique et des mesures précises. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans une tâche de basket. Donc ici, on est parti des études qui sont réalisées dans le contexte de la métacognition sportive. Et comme je vous le disais tout à l'heure, généralement, dans ce champ-là, on utilise plutôt des jugements de performance qui sont globaux. Mais petit à petit, les chercheurs, ils ont commencé à utiliser des jugements locaux, et particulièrement dans des tâches de basket. Au début, ces jugements locaux, c'était des jugements qui étaient prospectifs. Donc à chaque lancer, on demandait aux participants, à ton avis, est-ce que tu vas réussir à mettre ce lancer, à mettre ce ballon dans le panier? Et puis ensuite, les chercheurs, ils ont trouvé un moyen de faire en sorte que les participants n'aient pas de feedback visuel sur leur performance motrice. Et donc, ils ont utilisé ces fameuses lunettes qui permettent de déclencher une occlusion visuelle. Et à partir de là, du coup, puisque les participants n'ont pas de retour visuel sur l'issue de leur lancer, eh bien, on va pouvoir utiliser des jugements qui, cette fois-ci, sont rétrospectifs. Donc, en fait, ici, dans ces études, les participants, ils lançaient le ballon et les expérimentateurs, ils déclenchaient manuellement l'occlusion visuelle dès que le ballon quittait les mains du participant. Et donc, on leur demandait, une fois qu'ils avaient lancé et qu'ils ne voyaient plus rien, ils avaient aussi un casque pour ne rien entendre, on leur demandait, est-ce que vous pensez avoir réussi votre lancer, oui ou non? Et donc, dans ces études, les chercheurs, les basketteurs en général, ils ont tendance à se surestimer. Ils ont un biais à répondre, oui, je pense qu'il est dedans. Et ces études, elles montrent également que la proprioception, en fait, ce ne serait pas un indice qui vraiment nous aiderait à améliorer la métacognition, ce qui vient vraiment complètement en contradiction avec le sentiment des athlètes qui, eux, ont l'impression que rien qu'avec la proprioception, ils arrivent à prédire si le lancer, il est réussi ou non. Donc, dans notre étude, qu'est-ce qu'on a fait? Les participants, ils portaient ces fameuses lunettes qui permettaient du coup de déclencher cette occlusion visuelle. Mais c'est pas tout, ils portaient aussi un gant sur lequel il y avait un petit capteur de force. Ce capteur de force, en fait, il nous permettait d'identifier quand est-ce que le ballon était dans les mains du participant et quand est-ce qu'il n'était plus dans les mains du participant. Ça nous a vraiment permis de contrôler le moment où on allait déclencher l'occlusion visuelle. Cette occlusion visuelle, elle pouvait du coup être déclenchée dès que le ballon quittait les mains du participant, mais aussi, contrairement aux autres études que je vous ai présentées jusqu'à présent, 200, 400, 600 ou 800 millisecondes plus tard. Donc ici, on fait vraiment varier la quantité d'informations visuelles que les participants ont pendant la tâche. Une fois qu'ils ont lancé le ballon, eh bien, on demandait aux participants, à votre avis, est-ce que vous avez réussi votre lancer, oui ou non? Et à nouveau, là, on est allé plus loin que dans les autres tâches, puisque ensuite, on leur a demandé à quel point vous êtes sûr de cette prédiction. Les participants, ils réalisaient au total cette tâche 100 fois. Et donc ici, toujours pareil, on a ces 3 niveaux de performance. La performance motrice, donc de type 0, est-ce qu'ils l'ont mis dedans ou pas véritablement? La performance de prédiction, dedans, dehors, et puis donc, de type 1, et la performance d'adaptation de la confiance de type 2. Et dans cette étude, on s'attendait à ce que plus les basketteurs aient d'informations visuelles, plus ils allaient être capables d'évaluer leur lancer. Ce qu'on a montré au niveau des performances de type 1, c'est-à-dire la capacité à dire si le ballon est à l'intérieur ou à l'extérieur du panier, c'est qu'il semblerait que plus ils aient d'infos visuelles et plus ils arrivent du coup à prédire l'issue de leur lancer.
Pour ce qui est de l'adaptation de la confiance, c'est comme tout à l'heure, on s'attend à une pente raide, c'est-à-dire qu'ils indiquent qu'ils sont sûrs quand ils ont donné la bonne prédiction et qu'ils ne sont pas sûrs quand ils ont donné une mauvaise. Et c'est à nouveau ce qu'on observe ici. Les participants sont capables d'adapter leur confiance à la justesse de leur précédente prédiction. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, cet effet, il est modéré par la quantité d'informations visuelles que les participants ont. Ici, vous voyez que plus ils ont d'infos visuelles, plus la pente est raide, ce qui signifie que plus ils arrivent à adapter leur confiance. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que cet effet, en fait, il est très fort pour les lancers réussis. Donc, pour les lancers réussis, plus ils ont d'infos visuelles et plus ils arrivent à adapter leur jugement de confiance à leur précédente prédiction. Mais par contre, dans les lancers échoués, c'est pas le cas. Dans les lancers échoués, qu'ils aient 0 milliseconde d'information ou qu'ils aient 800 millisecondes d'information visuelle, ça change rien. Ils arrivent super bien à s'auto-évaluer. Donc, il semblerait qu'il y ait une différence entre ces lancers réussis et ces lancers échoués. Ça, c'est un pattern qu'on a répliqué dans une troisième étude. Et on a montré que cet effet, il n'est pas modéré par le nombre de ballons mis dans le panier au total au cours de l'expérience. À nouveau, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de l'expérience, on demandait aux participants, à votre avis, sur les 100 lancers que vous avez réalisés, combien vous avez réussi à en mettre dans le panier. Donc, on va pouvoir comparer ce jugement global rétrospectif à la somme des jugements locaux, c'est-à-dire le nombre de fois au cours de l'expérience où ils m'ont répondu dedans. Donc, je vais avoir la somme des jugements locaux et ce jugement global rétrospectif que je vais pouvoir comparer à la performance réelle des participants. Et à nouveau, on peut regarder ce qui se passe au niveau de la précision métacognitive. Toujours pareil, la différence absolue entre la performance et l'auto-évaluation. Plus c'est proche de 0, mieux c'est. On n'observe pas de différence significative sur ces deux types de jugements. Par contre, si on s'intéresse aux biais, et donc là, toujours pareil, valeur positive égale sous-estimation, valeur négative égale surestimation, on voit qu'en fait, dans les jugements locaux, les participants ont tendance à se surestimer, alors que dans les jugements globaux, eh bien, ils ont tendance à se sous-estimer. Pareil, si je reprends les 4 grandes questions de ma thèse, dans cette étude, on a montré que les participants, ils arrivent à monitorer leur capacité motrice sportive. Toujours en cohérence avec les études qui utilisent les jugements rétrospectifs. Ensuite, on a montré que cette capacité, elle a l'air de dépendre du jugement utilisé, notamment dans les jugements globaux. Puisqu'on a montré qu'ils se surestiment avec les jugements locaux et ils se sous-estiment avec les jugements globaux. Ce pattern de résultat, il est connu dans la littérature, on appelle ça l'effet d'agrégation. Et ça vient un petit peu en contradiction avec l'hypothèse théorique selon laquelle un jugement global, en fait, ce serait tout simplement la somme des jugements locaux. Par contre, ça va un petit peu plus dans le sens d'une autre hypothèse, qui est l'hypothèse où on utiliserait différentes informations pour réaliser les jugements globaux et les jugements locaux. Dans cette hypothèse, en fait, on estime que les jugements locaux, ils vont être basés sur les expériences qu'on ressent au cours de la manip, au cours de nos lancers, alors que les jugements globaux, ils seraient plutôt réalisés sur la base des connaissances générales qu'on a de nous-mêmes. Dans cette étude, on a montré également que le feedback visuel, il améliorait la compétence métacognitive, mais uniquement pour les lancers réussis et pas pour les lancers échoués. Donc, il semblerait à nouveau qu'en fait, on utilise différentes informations pour pouvoir réaliser ces différentes évaluations. Donc, il semblerait que la vision, elle soit hyper importante pour qu'on puisse évaluer correctement nos lancers réussis, mais elle semble moins importante pour les lancers échoués, et peut-être que du coup, les participants, ils utilisent d'autres types d'informations, comme probablement la proprioception ou encore la commande motrice. Donc, l'intégration multisensorielle qui se fait ici, elle a l'air d'être différente en fonction de l'issue du lancer. Donc, c'est quelque chose à creuser. Enfin, pour ce qui est du lien entre performance motrice et performance métacognitive, dans cette étude, on a montré qu'il n'y avait pas d'effet du nombre de lancers réussis au total pendant l'expérience sur les performances de type 1 et de type 2. Néanmoins, ici, il faut garder en tête qu'on n'avait pas une grande diversité dans le niveau de nos participants, donc peut-être que ça vient influencer ce résultat. Pour regarder l'effet des performances de type 1 sur les performances de type 2, toujours pareil, on peut regarder si la même variable influence de la même manière ces deux niveaux de performance. Et on voit que
l'effet du délai, il a l'air d'être semblable sur les performances de type 1 et de type 2. Mais par contre, l'effet de l'issue du lancer, il est inversé sur les performances de type 1 et de type 2. En effet, les participants, ils arrivent mieux à évaluer l'issue de leur lancer réussi versus échoué. Par contre, ils arrivent mieux à adapter leur confiance sur les lancers échoués que réussis. Donc, dans cette approche mixte, il me semble qu'on a réussi un peu à faire un compromis entre une mesure précise de la métacognition et une tâche qui ressemble à ce qu'on pourrait rencontrer dans la vie quotidienne. Et donc, maintenant que je vous ai présenté notre contribution empirique, je vais essayer de vous résumer un petit peu les apports de notre thèse. Tout d'abord, je pense qu'on a eu un apport bibliographique assez important parce qu'on a réussi à relier deux littératures qui ne se citent jamais l'une et l'autre. Et j'espère que ça va permettre d'accélérer le développement de nos connaissances et de notre compréhension du monitoring moteur. Ensuite, on a eu un apport méthodologique puisqu'on a développé différentes tâches qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui pourront donc être utilisées par la communauté scientifique. Et enfin, évidemment, on a eu un apport théorique et appliqué à travers nos 4 questions de recherche que je vais reprendre ici rapidement. Donc tout d'abord, dans cette thèse, on a réussi à montrer que les participants ils sont capables de monitorer leur performance motrice. C'est un peu la question de base dans la métacognition. Est-ce qu'on arrive à s'auto-évaluer? Donc il semblerait que ce soit le cas. Et ça, c'est hyper important en fait dans la prise de décision, comme je vous l'ai présenté en introduction. Ça a un impact sur notre vie quotidienne, le sport, etc. On a montré qu'en moyenne, les participants ils avaient tendance à se sous-estimer. Et ça vient un petit peu remettre en question le biais de surestimation qu'on observe traditionnellement dans toutes les autres tâches. Et ça pourrait avoir un impact négatif sur notre initiation et le maintien à réaliser certaines activités motrices sportives. Néanmoins, ce biais de sous-estimation, il variait quand même en fonction de nos études. On a même montré parfois une tendance à la surestimation, notamment dans mes baskets. Et cette variabilité, en fait, elle est sûrement liée à la grande variabilité qu'il existait entre nos différentes études. Déjà, il y a une différence au niveau de l'âge, puisque des fois, on a réalisé des études avec des collégiens, d'autres fois avec des adultes. Ça peut aussi venir de la tâche, puisqu'on a utilisé des tâches motrices complètement différentes. Et ça pourrait aussi être lié au jugement métacognitif qu'on a utilisé. Si je reprends la distinction que je vous ai présentée en introduction, dans cette thèse, on a vraiment utilisé une grande diversité de jugements métacognitifs et très certainement que ça a montré que ces différents jugements, ils entraînaient des performances métacognitives différentes. Nous, dans le cadre de cette thèse, on pense que les jugements métacognitifs, ils sont réalisés sur des indices, sur des informations, et donc très certainement qu'on observe ces différences parce que les participants n'utilisent pas les mêmes indices pour réaliser ces différents jugements. Cette question, elle a toute son importance pour essayer de caractériser un peu l'architecture de la métacognition. En fait, on pourrait penser que la métacognition, c'est un domaine très général qui va s'appliquer de la même manière en fonction des différents jugements métacognitifs qu'on va utiliser. Mais nous, dans le cadre de cette thèse, on montre plutôt une fragmentation, c'est-à-dire qu'il y aurait une composante métacognitive qui serait spécialisée pour un type de jugement particulier. Et ça, en fait, ça peut être très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si j'entraîne un participant avec un jugement métacognitif particulier, eh bien, potentiellement, cette amélioration métacognitive, je ne vais pas pouvoir la retrouver avec un autre jugement. Et en parlant d'entraînement métacognitif, dans cette thèse, on a montré que c'était possible d'entraîner les capacités métacognitives des collégiens. Et c'est vraiment une question qui est hyper importante en ce moment dans notre domaine, parce que ça peut avoir un impact pratique dans plein de champs, notamment l'éducation et la clinique. Par exemple, des enfants, on sait que les enfants dyspraxiques, ils ont tendance à se sous-estimer. Et donc, si on arrivait à améliorer la métacognition et donc à diminuer cette sous-confiance, eh bien, peut-être qu'ils seraient plus enclins à commencer des nouvelles activités sportives. On a également montré que l'information visuelle, ça avait l'air d'améliorer la métacognition, mais uniquement pour les lancers réussis, enfin en tout cas plus pour les lancers réussis que pour les lancers échoués. Et ça peut avoir vraiment un impact important dans le sport, puisqu'on sait que en fonction de si je pense avoir réussi mon lancer ou pas au basket, eh ben, ça va un peu déterminer mon placement sur le terrain par la suite.
Et enfin, pour ce qui est du lien entre performance motrice et performance métacognitive, ça fait encore référence à cette question de l'architecture de la métacognition. Traditionnellement, dans la métacognition, on organise les systèmes cognitifs en 2 niveaux. Ici, dans ma thèse, on a pu voir qu'on avait tendance plutôt à les organiser en 3 niveaux. Et comprendre le lien entre ces différentes performances, ça va être hyper important pour mieux interpréter nos effets. Si on imagine en fait que, je ne sais pas, ces différents types de performances, elles sont toutes reliées entre elles, eh ben, ça veut dire qu'une différence qu'on va observer au niveau moteur, ça pourrait entraîner une différence au niveau type 1 ou type 2, alors qu'en fait, il n'y a pas de déficit métacognitif, mais uniquement un déficit moteur. Dans le cadre de ma thèse, en fait, on a observé un lien complètement inconsistant entre ces différents types de performances, parfois un effet, parfois un effet. Enfin, en tout cas, on a observé tous les patterns qu'on pouvait possiblement observer. Ça suggère néanmoins plutôt une fragmentation de différents niveaux de performance. Et pour finir, je voulais un peu insister sur le fait que pour mieux comprendre cette architecture de la métacognition, c'est important de comprendre ce processus de monitoring, d'auto-évaluation. Mais en fait, il serait aussi important d'étudier un autre processus de la métacognition qu'on appelle le processus de contrôle. Ce processus de contrôle, en fait, il fait référence à l'utilisation de stratégies, modification de mes stratégies, une fois que je me suis évaluée. Et dans la métacognition, il y a vraiment l'hypothèse que c'est le fait de m'auto-évaluer, puis d'adapter mes stratégies et à nouveau de m'auto-évaluer, enfin, toutes ces boucles successives de monitoring et de contrôle, et qui vont permettre en fait de m'améliorer sur la tâche, et notamment ici la tâche motrice. Donc il faudrait de nouvelles études aussi qui s'intéressent à ce second processus. Donc en somme, dans cette thèse, on a accumulé des données sur ce processus de monitoring moteur. On a apporté des connaissances sur les modèles de la métacognition en général, en proposant plutôt une fragmentation du coup de ce processus. Et on a essayé aussi d'unifier un petit peu plus ce champ de recherche. Et je termine cette présentation en remerciant mon équipe d'encadrement, Eric Guinet qui m'a beaucoup aidé pour l'étude de mes casquettes, toutes les étudiantes qui m'ont aidé à accumuler les données, tous les participants et de manière générale tout le labo et surtout les doctorants avec qui ça a été un plaisir de travailler ces 3 années. Et enfin, merci à tous d'avoir été présents.